Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion, j'espère que tu vas bien, nouvelle journée, nouvel article, cette fois-ci on va changer d'air, on va se projeter dans un passé très lointain, on va essayer d'imaginer quels ont été les mécanismes derrière l'apparition de certains organismes vivants. Alors pas tous, il y en a beaucoup des organismes vivants, il y en a beaucoup des gens qui vivent, des animaux et des végétaux et des trucs qui sont ni des animaux ni des végétaux mais qui sont quand même vivants. Bref, on va parler de l'histoire de la vie mais pas toute l'histoire de la vie, juste une fraction de cette histoire qui concerne les organismes photosynthétiques. Ouais, ça y est, le mot est sorti, il fallait que je le sorte. Bon, la photosynthèse va être au cœur, bien sûr, des discussions. Je vais prendre le temps d'expliquer, rappeler éventuellement, voire même vous faire découvrir ce que c'est que la photosynthèse dans les grandes lignes, mais surtout l'origine de ce qu'on appelle la photosymbiose, qui est un terme que vous connaissez peut-être moins. La photosymbiose qui est caractérisée, qui définit un phénomène très particulier, qui mêle à la fois les organismes photosynthétiques et ce qu'on appelle la symbiose entre des organismes vivants. Donc tout ça paraît peut-être nébuleux pour vous, mais justement on va prendre le temps d'expliquer cet objet d'étude sur lequel certains chercheurs planchent depuis des années. Et là, on a un article de The Conversation qui justement fait un petit peu l'état de l'art, un peu rapide bien sûr, de ce domaine-là, en expliquant une dernière découverte qui a été faite, une expérience qui met en évidence l'importance des milieux pauvres en oxygène dans justement l'évolution d'un certain nombre d'espèces vivantes. On va voir comment justement l'appauvrissement en oxygène peut permettre à certains organismes vivants éventuellement d'émerger. Donc tout ça, voilà, on va déconstruire ce sujet qui a l'air très compliqué. On va essayer d'amener pas à pas la compréhension pour que vous puissiez tous et toutes un minimum appréhender ce qui est en train de se passer là dans cet objet d'étude. Donc voilà, d'abord, parlons de photosynthèse. Alors, vous voyez qu'il y a une poupée russe ici, enfin des poupées russes, parce que ça va être une image de vulgarisation qu'on va réemployer. Alors, ici, ce sont les poupées russes. Moi, j'ai employé le terme de Kirby. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage de Nintendo, si je ne me trompe pas. Kirby. Est-ce qu'il y a des amateurs de Kirby dans le chat? Parce que ça va être tout à fait ça, l'image qu'il faudra invoquer pour essayer de comprendre quelles sont les interactions entre les organismes vivants. On connaît. Vous connaissez, vous êtes des geeks, c'est ça? Vous êtes des geeks, vous êtes sur Twitch. Twitch, c'est le truc des jeux vidéo, je crois, c'est ça? Bon, bref. Kirby, la boule rose, exactement. Si vous connaissez Kirby, alors vous allez normalement tout comprendre à ce qui se passe dans cet article. Mais avant de reparler de Kirby, petite introduction sur la photosynthèse. Alors, photosynthèse, vous savez, les trucs des plantes là. Photosynthèse, un mécanisme qu'on retrouve chez les plantes, les algues et aussi chez certaines bactéries comme les cyanobactéries. Alors, c'est quoi exactement la photosynthèse? Ça va être ce mécanisme métabolique, ce mécanisme de transformation de la matière qu'il y a au sein de certaines espèces. Ce mécanisme consiste en quoi, grossièrement? C'est choper le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et le transformer, utiliser le carbone du CO2 pour créer les constituants de l'organisme lui-même et derrière rejeter du dioxygène. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le fait de rejeter du dioxygène, puisque ce qui est au cœur là, des recherches, c'est essayer de comprendre comment la Terre a évolué en termes de composition de l'atmosphère. On sait d'ailleurs qu'il y a des milliards d'années, on a eu une augmentation drastique de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. Alors c'est à peu près autour de 2,5 milliards, quelque chose comme ça. Il y a 2,5 milliards d'années, on a commencé à avoir de l'oxygène qui s'est accumulé dans l'atmosphère. Et cette accumulation d'oxygène, elle ne vient pas de nulle part, bien sûr, elle vient des organismes qui font la photosynthèse. D'accord ? Et c'est là où il y a un élément un peu d'incompréhension pour moi, et peut-être que vous allez réussir, vous, avec l'intelligence collective du chat, à m'aider là-dessus. À la fois, on sait que l'oxygène a commencé à s'accumuler il y a 2,5 milliards d'années, donc on sait que la photosynthèse existait à ce moment-là. Mais on sait aussi que les cyanobactéries qui font la photosynthèse, je le rappelle, les cyanobactéries existent quant à elles au plus tard de ce qu'on a vu dans les traces fossiles
il y a 3,8 milliards. 3,8 milliards d'années. Alors ma question, elle est simple. Elle est pour vous, le chat. C'est la partie un peu pour vous, les gros cerveaux qui appréhendez bien l'histoire de la vie et l'histoire de la Terre. Comment se fait-il que il existe des traces de cyanobactéries aussi anciennes que 3,8 milliards d'années, mais que le boom d'oxygène n'a eu lieu qu'il y a 2,5. Pourquoi? Parce que les cyanobactéries font la photosynthèse. Donc, a priori, comment ça se fait qu'on a attendu autant de temps dans l'histoire de la Terre pour que l'oxygène augmente autant? Est-ce que c'est parce qu'avant, il n'y avait pas assez de cyanobactéries pour véritablement produire assez d'oxygène pour renverser l'équilibre de l'atmosphère? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est simplement que les cyanobactéries de l'époque n'avaient pas véritablement la photosynthèse comme moyen de production d'oxygène? Voilà. Donc moi, j'ai une petite incompréhension au niveau de ce truc-là. Peut-être, comme tu dis, Gamcro, c'est la dissolution dans l'océan de l'oxygène et que ça s'est accumulé, que ce n'est que à partir de 2,5 où il y a eu suffisamment d'organismes photosynthétiques pour que l'oxygène finisse par aller dans l'atmosphère et devenir hégémonique, quoi. Donc voilà, peut-être c'est une dissolution dans l'eau. Ouf, peut-être que c'est ça la réponse. En tout cas, bon, quand j'ai essayé de faire des recherches pour résoudre mon paradoxe apparent, j'ai pas trouvé, mais peut-être que c'est juste simplement ça. En tout cas, l'article précise voilà, que la photosynthèse est apparue chez un groupe particulier de bactéries, donc les cyanobactéries. A priori, ça serait plutôt, en tout cas, eux, les plus anciens représentants qu'on ait de la photosynthèse, dont des traces fossiles remontent à 3,8 milliards d'années. Donc on a l'impression que voilà, ça voudrait dire que la photosynthèse est aussi vieille que 3,8 milliards d'années. Du moins, l'invention de ce mécanisme métabolique est aussi vieille que 3,8 milliards d'années. Mais encore une fois, il a fallu attendre quand même suffisamment de temps. C'est qu'à partir autour de 2,5 milliards d'années que l'oxygène s'est accumulé suffisamment dans l'atmosphère. L'oxygène, c'est un déchet avant que les cyanos soient forcés d'évoluer pour le consommer. Voilà, après, il y a d'autres organismes qui sont apparus. En fait, si vous voulez, ce qu'explique aussi l'article, c'est que quand la photosynthèse a été inventée et que l'oxygène a commencé à être produit, eh bien, s'en est suivi aussi une évolution possible d'organismes vers la consommation de l'oxygène. En gros, temporellement, qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on ait des organismes qu'on dit aérobies, c'est quoi les organismes aérobies? Bah, c'est vous en fait. Vous êtes un organisme aérobie. Pourquoi? Parce que vous respirez de l'oxygène et vous recrachez du CO2. Vous vous servez de l'oxygène pour pouvoir vivre, d'accord? Vous travaillez, vous fonctionnez en conditions oxygénées. Vous êtes un organisme aérobie. Et ben en fait, les organismes aérobies sont techniquement arrivés après les organismes anaérobiques, on va dire, ceux qui en tout cas faisaient d'abord au contraire libérer de l'oxygène. En gros, pour qu'un organisme aérobie existe, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Sauf qu'il y a une partie de l'histoire de la Terre où il n'y avait pas d'oxygène. Donc c'est d'abord les anaérobies, les organismes anaérobiques, on va dire, qui étaient là et qui ont développé la photosynthèse comme moyen de stocker du carbone en libérant derrière de l'oxygène. Et une fois que l'oxygène était sur place, ça a permis à l'évolution du vivant de développer le métabolisme aérobie. Ok ? Salut la gazelle. Alors, on va rentrer doucement dans le cœur du sujet et c'est là où il faudra faire appel aux poupées russes ou si vous voulez à Kirby pour les plus geeks d'entre vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant dans le vivant, c'est le fait de faire de la symbiose. Alors le terme symbiose, le terme général veut simplement dire une collaboration, pour le dire de manière vulgarisée. Une symbiose, c'est quoi? Ça va être une collaboration entre des organismes différents où chacun va s'apporter quelque chose, d'accord? Alors là, c'est pas de la simple symbiose générale, c'est plus précis. On est sur un article qui adresse la question de l'endosymbiose. C'est même encore plus précis que ça, on est dans la photosymbiose. Alors je vais d'abord définir endosymbiose. C'est une symbiose, d'accord? Mais elle est particulière parce que l'endosymbiose consiste en un organisme qui mange un autre. D'où le Kirby ou d'où les poupées russes. D'accord? Donc l'endosymbiose, c'est ça, c'est que vous avez l'interaction dans une endosymbiose entre un organisme qui, en fait, est phagocytant, va venir manger
va venir absorber un autre organisme, mais sans le tuer. Il va venir l'absorber sans le tuer. Et en fait, l'organisme mangé va pas être détruit. Il va lui-même s'adapter à son nouvel environnement intérieur. Mais voilà, ça va créer déjà une forme de poupée russe avec un organisme qui est à l'intérieur d'un autre. D'accord ? Donc ça, c'est l'endosymbiose. Quand je parle de photosymbiose, bah, c'est la même chose, mais c'est encore plus précis. Ça veut dire que c'est un organisme qui va bouffer un autre organisme, mais cet autre organisme qu'il mange, l'organisme mangé est un organisme capable de faire la photosynthèse. Alors, je connais pas assez bien Kirby, vous allez me le dire dans le chat si c'est vrai, mais est-ce que dans Kirby, quand vous mangez quelque chose, vous allez acquérir les pouvoirs de ce que vous mangez? Genre, je sais pas, tu manges un ennemi qui a un pouvoir particulier, et ben tu vas acquérir le pouvoir de l'ennemi que tu as bouffé. Oui, alors on me dit oui, on me confirme dans le chat, merci les geeks. Et ben là, c'est pareil. En fait, dans la photosymbiose, vous êtes à la base un organisme, c'est un organisme unicellulaire, d'accord? En fait, en général, c'est un eucaryote. D'ailleurs, j'ai fait un petit dessin sur Paint. Une fois n'est pas coutume, je fais pas souvent ça. Mais là, je suis pas peu fier de mon dessin. Enfin, de mon dessin. C'est un petit schéma facile à comprendre. Qui va vous permettre de mieux comprendre le mécanisme des endosymbioses. Alors, il y a beaucoup d'infos, mais on va faire ça pas à pas. Donc, l'idée, c'est que le Kirby, c'est quoi? Dans notre cas, le Kirby, c'est un eucaryote. D'accord? C'est les eucaryotes qui sont capables de bouffer. Regardez pas les exemples, on en parlera un peu après. Mais voilà, l'eucaryote 1 ici, c'est Kirby. Et il est capable de manger, quand j'ai mis ses lèvres, là ça veut dire qu'il a très très faim, il a envie de bouffer. L'eucaryote 1 est capable de bouffer Kirby, il va bouffer un prokaryote, par exemple une cyanobactérie. Bouffer un prokaryote. Et en fait, quand je dis bouffer, c'est pas le bon terme, parce qu'il va venir l'absorber, mais sans le détruire. Ça va former un eucaryote. J'ai mis une petite étoile pour préciser que c'est pas le même. Et on parle d'endosymbiose primaire. Pourquoi? Parce que à la base, c'est juste une absorption d'un Kirby qui va bouffer un prokaryote. Alors, je vais peut-être faire et réexpliquer très rapidement ce que c'est un eucaryote et prokaryote. Pour la faire très très simple, c'est les eucaryotes et les prokaryotes, ça désigne vraiment deux embranchements de l'arbre du vivant. Les eucaryotes, c'est comme vous et moi, ça va être des organismes vivants avec des cellules, et au sein de ces cellules, on a de l'ADN certes, mais cet ADN, précisément, il est dans ce qu'on appelle un noyau. C'est ça la définition d'un eucaryote, ça veut dire que c'est des organismes qui ont leur ADN au sein d'un noyau. Alors que les prokaryotes, ils ont aussi de l'ADN, mais cet ADN n'est pas au sein d'un noyau, d'accord? Là, quand je parle d'un organisme qui mange un autre, ce n'est que des organismes... Enfin, ce n'est que... C'est pas exactement ça, mais en tout cas, dans l'endosymbiose primaire qu'on est en train de voir, c'est essentiellement c'est fait, excusez-moi, par des organismes unicellulaires. Donc, il faut imaginer que c'est une cellule eucaryote qui mange une cellule prokaryote, et c'est des organismes qui ne vivent qu'avec une seule et unique cellule, d'accord? Donc, c'est vraiment... Là, on est dans le milieu, dans l'environnement des micro-organismes. Je suis pas en train de parler de vous et moi qui mangeons un truc, qui mangeons de l'herbe, et en mangeant de l'herbe, on acquiert la photosynthèse. On n'en est pas encore à là, d'accord? Donc voilà, là l'exemple que je viens de prendre, que je viens de décrire, c'est vraiment un exemple qui a lieu que au sein des micro-organismes avec un eucaryote unicellulaire qui va bouffer un prokaryote unicellulaire, mais encore une fois, je dis bouffer, mais il va juste l'intégrer en lui pour acquérir les pouvoirs du prokaryote. Et là, le prokaryote, c'est par exemple une cyanobactérie. Donc les cyanobactéries, j'en ai parlé tout à l'heure, elles sont capables de faire la photosynthèse. Donc l'eucaryote en question, il va acquérir une nouvelle capacité qui est de pouvoir faire la photosynthèse, en tout cas de récupérer l'oxygène produit par le prokaryote qui est à l'intérieur de lui, quoi. Et là, on parle d'endosymbiose primaire. Endosymbiose primaire parce que c'est la première qui est faite. Vous allez comprendre pourquoi on parle de poupée russe. Parce que justement... ça peut ne pas s'arrêter ici. Ça peut ne pas s'arrêter ici. Je le dis une troisième fois, ça peut ne pas s'arrêter ici. Dans le sens où votre eucaryote qui vient d'être formé, là, j'ai mis une petite étoile, lui-même peut se faire bouffer par un autre eucaryote. En gros, voilà, j'ai mis l'eucaryote 2 qui, lui, va manger celui qui a déjà mangé. Et en se faisant manger
ça va faire un eucaryote étoile-étoile. Ça va faire une endosymbiose qu'on qualifie de secondaire. Parce qu'en fait, il y a un eucaryote qui a bouffé un eucaryote qui avait déjà bouffé quelqu'un d'autre. Voilà, vous voyez le jeu des poupées russes? L'endosymbiose primaire, c'est un organisme, un prokaryote en général, excusez-moi, un eucaryote qui bouffe un prokaryote, ça vous êtes en endosymbiose primaire. Mais ça peut ne pas s'arrêter là dans le sens où cet eucaryote qui est nouvellement formé peut se faire bouffer par un autre eucaryote de sorte à avoir un jeu de poupées russes où tu as des compartiments dans les compartiments dans les compartiments. Et comme ça, tu accumules des fonctions biologiques du vivant. Donc ça, c'est une des manières que le vivant a eu dans son histoire d'évoluer et de développer un certain nombre de caractéristiques, comme par exemple la photosynthèse. Alors la photosynthèse, elle était déjà développée à ce moment-là, parce que en fait, ça n'explique pas l'origine de la photosynthèse, d'accord ? Puisque là, on parle déjà de cyanobactéries qui sont mangées alors qu'elles ont déjà la photosynthèse. Donc là, il ne s'agit pas de comprendre l'origine de la photosynthèse, mais plutôt l'origine de ce qu'on appelle la photosymbiose. C'est ça la subtilité. Pourquoi ? Parce que c'est la photosymbiose, c'est ça, si vous l'avez compris. La photosymbiose, c'est la photosynthèse qui est acquise à travers le fait de manger quelqu'un qui fait la photosynthèse. Voilà. On parle de relations photosymbiotiques, du coup, parce que vous avez un organisme qui en mange un autre et qui acquiert la capacité de faire de la photosynthèse en intégrant l'organisme à lui, quoi. Donc voilà, c'est ça la photosymbiose. Ça va ? C'est compris à peu près ? Il y a un exemple qui est donné dans l'article et qui va plus loin que ça. Donc là, je vous ai parlé d'endosymbiose ou de photosymbiose secondaire. Donc photosymbiose secondaire. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a un eucaryote qui mange un eucaryote qui a lui-même mangé. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aller même encore plus loin que le secondaire. Vous me voyez venir. Il y a aussi l'endosymbiose tertiaire. Donc si vous avez compris le jeu des poupées russes, c'est juste un étage supplémentaire. C'est quoi cet étage ? Là, il y a un exemple donné par l'article. Il y aurait eu un ancêtre des coraux, un ancêtre d'une espèce de corail, bon peu importe, on reste dans la vulgarisation en général, un ancêtre corail qui aurait bouffé ce qu'on appelle un dinoflagellé. Alors, dinoflagellé, rien à voir avec les dinosaures, c'est un organisme unicellulaire, le dinoflagellé, qui justement, dont on pense que cet organisme lui-même est issu de photosymbiose. Donc lui-même, le dinoflagellé, c'est un micro-organisme et qui lui-même est issu déjà de mangeage passé, quoi. Et donc ce dinoflagellé, il a été mangé il y a très très longtemps. On parle d'il y a 500 millions d'années, enfin il y a des millions d'années. Dans l'histoire de la photosymbiose, on a eu ce dinoflagellé qui a été bouffé par un ancêtre corail. Et en faisant ça, eh ben, on a obtenu les coraux actuels. Enfin, j'exagère bien sûr ma description de l'histoire de la vie. Mais si vous voulez pour le dire autrement, on sait que les coraux actuels, ils sont au moins en endosymbiose tertiaire, en photosymbiose tertiaire. Pourquoi ? Parce qu'au sein des coraux, on retrouve dans la structure de leurs cellules, la cellule des coraux, on retrouve justement ces poupées dans les poupées. On retrouve cette structure de photosymbiose avec plein d'éléments qui appartiennent à différents organismes du règne du vivant, quoi. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire justement à quel point ce phénomène finalement est assez commun dans les organismes photosynthétiques, parce qu'un corail, bon, c'est très particulier comme organisme vivant, le corail, d'accord ? Mais on peut retrouver dans des espèces actuelles ces relations photosymbiotiques où tu te rends compte qu'en fait, c'est un jeu de poupées russes, que l'histoire de l'évolution de ces organismes, elle est due parce que dans le passé, il y a eu des organismes qui se sont fait bouffer par d'autres. Alors c'est pas bouffer, mais je devrais plutôt dire intégrer par d'autres. Et grâce à cette intégration, ils ont pu, ces organismes, acquérir des capacités comme la capacité de faire de la photosynthèse, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel de l'objet d'étude qui est décrit
dans l'article. On peut voir ça comme du parasitisme et de la vassalisation qui se sont équilibrés. On peut voir ça un peu comme ça. D'ailleurs, j'en profite, je vais rester sur mon infographie parce que je me suis pris des notes. Mais en fait, c'est une autre manière de considérer les relations qu'il y a entre les organismes vivants. Ce que cherchent à comprendre les chercheurs ici, c'est essayer de voir comment on est passé d'un système prédateur-proie, c'est-à-dire comment on est passé d'un système où normalement... habituellement, l'eucaryote, il va juste bouffer le procaryote et après le chier, le rejeter, etc. Comment on est passé d'un système compétitif... Bon, alors ça, c'est moi qui l'ai inventé, qui parle de système compétitif. L'article n'en parle pas, ça c'est mon interprétation. Mais comment on est passé d'un système où finalement, il y en a un qui bouffe un autre et puis voilà, c'est tout, il le tue, à un système hôte photosymbionte. Parce que c'est ça le terme un peu technique. Le prédateur, au lieu de rester prédateur, il devient l'hôte. Et la proie, au lieu de rester une proie, elle devient photosymbionte. C'est le terme photosymbionte. C'est quand vous vous faites bouffer, mais vous ne mourrez pas, vous devenez un compartiment de l'organisme qui vous a intégré. D'accord ? Donc le cœur, encore une fois, l'enjeu des chercheurs dans cette étude, c'est de comprendre cette transition qu'il y a eu à plein de moments dans l'histoire de la vie. Cette transition entre la relation prédateur-proie à la relation hôte photosymbionte. D'accord ? Et donc pour ça, ils ont fait une expérience eux-mêmes. Je vous montre un petit peu plus l'article, parce qu'en plus il y a une image, c'est sympa. Ils ont fait une expérience. Ils ont, dans un milieu de culture, ils ont mis face à face justement des proies et des prédateurs. Ils ont essayé de regarder comment alors ils ont mis des proies, excusez-moi, je refais ma phrase. Ils ont mis un prédateur qui s'appelle le Tetrahymena thermophila. Ok, c'est le nom qu'on donne à des eucaryotes. Donc c'est pareil, c'est des organismes unicellulaires eucaryotes qui eux sont des proies. D'accord, eux sont des prédateurs, pardon, je refais ma phrase. Cet organisme-là sont des prédateurs, et c'est des prédateurs qui peuvent prédater, on va dire, qui peuvent absorber deux types de proies. Ils peuvent absorber à la fois des cyanobactéries qui sont elles-mêmes, des organismes unicellulaires classiques, quoi. Donc là, lorsque ces Tetrahymena absorbent une cyanobactérie, on parle de photosymbiose primaire du coup, parce que là c'est la première fois que c'est absorbé, mais ils ont aussi étudié une photosymbiose secondaire avec les mêmes prédateurs. Tu peux utiliser les mêmes prédateurs pour bouffer des proies qui elles sont déjà issues d'une photosymbiose primaire. Donc là, les autres proies qui ont été choisies, c'est les Chlorella variabilis qui eux sont aussi des organismes unicellulaires, mais c'est des organismes issus de la photosymbiose primaire. Donc c'est là, lorsque on emploie les Tetrahymena pour manger les Chlorella variabilis, on parle de photosymbiose secondaire. D'accord ? Là, je vous donne les exemples que je vous donne, c'est juste pour illustrer ce que je vous ai montré sur Paint à l'instant. Le fait que en pratique, on peut faire des expériences de laboratoire pour reproduire ces mécanismes-là. On se sert de prédateurs qui peuvent absorber, dans une certaine mesure, des proies, et on peut choisir sa proie en fonction de quel mécanisme on veut imiter, si c'est les mécanismes de la photosymbiose primaire ou les mécanismes de la photosymbiose secondaire. Ok ? Et j'étais sûr que ça allait t'intéresser, Trisystémique, parce que ça m'a tout de suite rappelé les propos d'Olivier Hamans sur sa volonté de voir la coopération dans le monde vivant plutôt que la compétition. Et bon, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, là il y a une image par exemple qui illustre les mécanismes d'absorption que les chercheurs ont étudiés. Donc là c'est la fameuse Tetrahymena qui a absorbé sur cette image. Sur cette image, elle a absorbé la Chlorella variabilis. Donc là, elle a fait la photosymbiose secondaire. Et donc en fait, ce qu'on voit en vert, c'est la fameuse Chlorella variabilis qui elle fait la photosynthèse, qui a été absorbée et qui est capable d'émettre du dioxygène. Voilà.
encore une fois, en absorbant, je le répète, hein, c'est important, mais en absorbant un micro-organisme différent, qui est capable de faire un certain nombre de transformations chimiques, ben, on est capable, enfin cette eucaryote-là, la tétrahémina, est maintenant capable de réaliser la photosynthèse, quoi. Et ça se voit microscopiquement, puisqu'on voit tous ces trucs verts là, qui sont les témoins de la présence du micro-organisme photosynthétique qui a bien été absorbé par le tétrahémina qui est le prédateur. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait les chercheurs en termes d'expérience? J'ai commencé à vous le décrire. Il y a cet aspect-là, mettre en face à face, on va dire, des proies et des prédateurs. Ils ont montré que les prédateurs pouvaient être très gloutons. Ils pouvaient ingérer jusqu'à 160 cyanobactéries ou 40 microalgues. Alors les cyanobactéries, c'est pour faire la photosymbiose primaire, et les microalgues, c'est en fait la microalgue, c'est la fameuse Chlorella variabilis, c'est une microalgue, j'ai oublié de le préciser. Mais voilà, un même prédateur peut absorber jusqu'à 160 cyanobactéries, donc là on parle de photosymbiose primaire, je le répète, ou alors 40 microalgues, là on parle de photosymbiose secondaire, en moins d'une heure, et les éliminer progressivement pendant plusieurs heures. Donc en fait, là, on ne parle pas d'une absorption qui soit définitive. Là, on parle encore d'un système prédateur-proie. Pourquoi? Parce que l'absorption n'est pas définitive. Ils ont tendance, ces prédateurs-là, à absorber les proies, mais après les rejeter. Ils vont les recracher. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en les recrachant, ces proies ne seront pas toujours mortes. En réalité, les proies, quand elles sont rejetées, elles ne sont pas totalement digérées, voire même pas du tout. Ce qui suggère qu'en fait, la proie en question, du coup, est pas morte, peut être toujours fonctionnelle, et que finalement, il reste peu de choses. Il reste peu de choses à faire au niveau du prédateur pour qu'il garde la proie à l'intérieur de lui. Ils disent que ça suggère que il existe une transition simple entre l'état de proie et celui de symbionte intracellulaire. Et cette transition simple, c'est quoi? Il faudrait simplement que la proie ne soit pas rejetée dans l'environnement. Il faudrait que le prédateur garde la proie à l'intérieur de lui, et a priori, si on arrive à faire cette étape, alors on arriverait à simuler véritablement le passage de la prédation proie à celui de haute photosymbionte, quoi. Voilà. Donc on est déjà, avec ce type d'expérience, on est déjà en train de voir qu'est-ce qui a pu se passer il y a des milliards d'années sur la Terre. Voilà, c'est une manière encore une fois de simuler un phénomène qui a pu marquer l'évolution qui a marqué, c'est pas pu, c'est sûr, un phénomène, excusez-moi, qui a nécessairement transformé la face du vivant, quoi. Alors ils expliquent que les expériences ont été faites dans différentes conditions. Ils ont à la fois testé l'absence d'oxygène et également l'absence de carbone. Alors, c'est là où on va parler un peu des résultats qu'ils ont obtenus. Il faut savoir que d'un haut niveau, alors c'est ce qu'explique l'article, moi je connais rien à ça, donc je fais confiance au texte, mais l'article explique que de manière générale, dans la littérature, ce qu'on attend, c'est que si on veut voir de la photosymbiose, alors il faut qu'il y ait du carbone qui soit présent. Parce que le carbone, ça reste une source de matière organique nécessaire pour que les organismes puissent fonctionner. Et donc, si dans ton expérience, tu mets pas des sources de matière organique, en fait, la photosymbiose ne va pas se faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir l'absorption et l'exploitation de l'organisme. Or, en fait, ce qui est montré dans cette nouvelle étude, et ce qui sort un peu de l'état de l'art établi, c'est que même en absence de carbone, il suffit qu'il y a peu d'oxygène pour que la photosymbiose se produise. Donc en fait, le gros résultat de leur recherche, de ce que je comprends, parce que c'est assez peu détaillé, donc je suis pas sûr de l'avoir bien compris non plus, mais c'est que en induisant une déperdition d'oxygène dans le milieu, en retirant l'oxygène du milieu, vous allez avoir plus facilement une interaction entre le prédateur et sa proie. Le prédateur va avoir tendance à davantage récupérer sa proie, à davantage l'absorber que lorsqu'il y a plus d'oxygène.
En fait, ce que souligne surtout cet article, c'est l'importance de l'appauvrissement en oxygène dans cette relation de photosymbiose. Ok ? Et pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est une news qui est sympa à comprendre ? Parce qu'en fait, dans l'histoire de la Terre, on l'a dit un peu plus tôt, la planète Terre n'a pas toujours eu de l'oxygène à disposition. L'atmosphère de la Terre n'a pas toujours eu 20% d'oxygène comme on en a aujourd'hui. D'accord ? Il y a eu des centaines de millions d'années pendant lesquelles l'oxygène était rare sur Terre. Et donc montrer avec une expérience scientifique que la relation symbiotique a tendance à se faire plus facilement en milieu appauvri en oxygène, bah ça montre que peut-être on est en train de toucher du doigt justement les mécanismes de mise en place de la photosymbiose à l'époque où il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Autrement dit, ça montre que voilà, le scénario de la photosymbiose peut très bien se faire dans des milieux pauvres en oxygène, comme les milieux qu'il y avait il y a des milliards d'années avant qu'il y ait de l'oxygène partout dans l'atmosphère. Ok ? Et puis ça permet aussi d'approcher des phénomènes qui peuvent se passer encore actuellement. Pourquoi ? Parce que encore actuellement, il y a des endroits sur Terre, dans l'eau, il y a des endroits, il y a des étendues d'eau, on va dire, qui sont très appauvris aussi en oxygène. Pas tous, bien sûr, ça dépend des milieux. Mais voilà, il y a certains endroits sur Terre qui sont connus pour être très pauvres en oxygène, certains environnements aqueux qui sont appauvris. On parle d'environnement, de milieu anoxique, quoi, où l'oxygène est suffisamment pauvre pour qu'on puisse se dire que dans ces endroits-là, eh bien peut-être qu'il y a aussi des mécanismes de photosymbiose à prendre en compte si on veut mieux comprendre ce qui se passe biologiquement dans ces environnements-là, quoi. Voilà. Je m'arrête ici parce que c'est l'essentiel de leurs résultats, enfin c'est ce qu'ils mettent en avant en tout cas. L'idée que l'absence d'oxygène dans ces milieux-là favoriserait du coup ces relations photosymbiotiques. Alors l'article ne précise pas, et ça c'est là où je suis pas sûr, l'article n'a pas l'air d'être assez explicite sur l'idée que ça y est, la photosymbiose fonctionne dès que tu as plus d'oxygène, c'est-à-dire qu'on voit une absorption qui est définitive. J'ai pas l'impression que ça soit ça, mais c'est plutôt que la relation prédation-proie est davantage exploitée, c'est-à-dire que les prédateurs vont absorber encore plus, mais en finissant par les rejeter, mais vont absorber encore plus de proies. J'ai l'impression que c'est plutôt ça le résultat principal de l'étude. Mais bon, bref, peu importe. J'ai envie de dire, peu importe ce que vous avez compris des résultats de l'équipe, je trouve que ce qu'il y a de super intéressant dans cet article, ça reste le contexte dans lequel ça s'inscrit, c'est-à-dire ce contexte général d'essayer de comprendre les relations entre les organismes vivants, en particulier les organismes microscopiques, qui ont justement ces manières de fonctionner qui sont très différentes des organismes macroscopiques, puisqu'on a ce système de poupée russe, un peu à la Kirby, qui va absorber des organismes, et ces mêmes organismes nouvellement formés vont pouvoir eux-mêmes être absorbés, de sorte à avoir comme ça des étages d'absorption, à la manière encore une fois des poupées russes. Et enfin, je termine là-dessus, mais pour quand même revenir vers un exemple un peu plus concret, l'article le souligne, mais on a aujourd'hui par exemple des organismes photosynthétiques complexes comme les plantes. Quand je dis complexes, c'est-à-dire pas unicellulaires mais multicellulaires comme des plantes. Et en regardant des plantes ou même des animaux comme les coraux, parce qu'il me semble que les coraux sont des animaux si je me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment justement ces organismes photosynthétiques complexes en fait sont eux-mêmes issus de tout un tas de scénarios d'absorption qui se sont enchaînés et qui ont permis aux vivants d'évoluer de cette manière-là. Donc voilà, encore une fois j'insiste, mais ce qui est important de retenir, c'est ce mécanisme de photosymbiose, comment il a joué un rôle vraiment déterminant dans l'évolution générale du vivant en permettant la diversification des organismes photosynthétiques avec plein de manières un peu différentes de faire de la photosynthèse, même si toutes ces manières-là reposent encore une fois sur l'absorption de CO2 pour émettre en sortie du dioxygène. Voilà, je m'arrête là, YouTube. J'espère que ça vous a plu. Le chat, je peux répondre après éventuellement aux questions si j'y arrive, si mes connaissances le permettent. Mais voilà, je vous fais des bisous. Merci YouTube d'avoir été là. J'espère que tu as apprécié la news. Voilà, c'était un peu technique, mais j'espère qu'avec mon paint et mes exemples, tu as réussi à comprendre. Je te fais des bisous. N'hésite pas à venir en live sur Twitch. Je stream 4 matinées par semaine, les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Et puis voilà, prends soin de toi, prends soin du rock'n'roll comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut YouTube, ciao!